25 milliards de dollars partis en fumée en une seule journée. Le 28 juin 2024, Nike se souviendra longtemps de cette session boursière. Car oui, ils ont perdu énormément d'argent. Alors, je vous rassure, ou du moins je vous rassure, ce crash n'est pas tombé du ciel. C'est tout simplement l'aboutissement d'une stratégie très ambitieuse, très radicale, mais qui n'a pas montré les résultats escomptés. Cette histoire, c'est celle d'un suicide digital. Et c'est comment une marque légendaire a sacrifié son âme sur l'autel des retours sur investissement. Comment la data a étouffé la magie et pourquoi cette leçon devrait vous effrayer si vous vous confiez uniquement à des tableaux Excel. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'histoire de Nike et de sa stratégie direct to consumer. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment, potentiellement, éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Nike, dans le monde de l'entreprise, est un titan. 34 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et en plus, elle peut compter sur des millions de fans à travers le monde entier. Et pourtant, en 2017, ce géant sent que son modèle est en train de vaciller. Les ventes stagnent, les marges s'érodent et des concurrents comme Adidas progressent très rapidement, capitalisent sur le digital et la culture urbaine. Mais la menace ne vient pas que de là. Amazon et les marketplaces bouleversent littéralement la distribution traditionnelle. Les consommateurs veulent du service, de l'immédiat et de la personnalisation. Et Nike, à cette époque, ne propose pas tout cela. Ils comprennent donc une vérité simple. Le contrôle de la relation client est en train de lui échapper. Alors, réaction, puisqu'ils ont compris le problème. Mark Parker, alors PDG de l'époque, va décider de transformer Nike. Tout simplement un objectif, remplacer le client au centre. Et pour atteindre cet objectif, une stratégie. Créer une relation directe, utiliser données pour personnaliser l'expérience et renforcer la fidélité pour accroître les marges. Comme il le dira dans une interview, nous devons être là où le consommateur est et non attendre qu'il vienne à nous. Et la culture Nike, au sein de l'entreprise, axée sur l'innovation et sur le risque calculé, vient soutenir à fond cette démarche. Mais personne n'anticipe et personne ne prévoit l'ampleur des coûts et des résistances internes. Car oui, il va y en avoir. Mais le plan est annoncé juin 2017. Appelé Consumer Direct Offense, Nike cherche à réduire drastiquement le nombre de distributeurs. Ils vont en privilégier une petite quarantaine
contre à peu près 30 000 à l'époque, et en faire des partenaires stratégiques. En parallèle, ils investissent massivement dans le digital et, ayant perdu des distributeurs, ils vont investir massivement également dans des magasins immersifs centrés sur l'expérience client. Alors, il ne faut pas nier que ce pari est audacieux, car moins de distributeurs signifie moins de marge. Alors, il ne faut pas nier que ce pari est audacieux. Moins de distributeurs signifie moins de présence sur le court terme. Mais ça signifie des marges plus élevées. Mais aussi des frictions, des ruptures d'approvisionnement et des clients parfois perdus. Car oui, le direct to consumer pur promet un contrôle absolu pour Nike. Mais ça cache des coûts cachés. Logistique, retour élevé, marketing digital très coûteux et service client sous tension. Mais on continue. On continue. Janvier 2021, Nike va continuer dans sa lancée. John Dunaway, ancien patron d'eBay, prend la direction de Nike. Son diagnostic est clair. Nike doit devenir une tech company. Et ils vont tout mettre en place pour. Premiers changements radicaux, l'organisation par sport disparaît, remplacée par une organisation de genre, hommes, femmes, enfants. Les experts produits, passionnés par le basketball, le running ou le football, sont licenciés. Et les conséquences sont immédiates. La connaissance du terrain s'efface. L'innovation produit chute. Oka, On Running et d'autres marques émergent, captent le marché très technique. D'ailleurs, Massimo Guenco, un ancien VP brand chez Nike, donc qui s'occupe essentiellement de la culture, témoignera: nous avons créé un écosystème cannibale qui a dévoré notre brand equity, nos marges et notre budget marketing en 3 ans. Car oui, quand Nike bascule massivement vers le marketing digital, entre 2020 et 2023, 70% du budget marketing est consacré à Facebook, Google Ads et du retargeting. Vous l'avez peut-être constaté, mais les grandes campagnes émotionnelles disparaissent. Plus de Just Do It inspirant, plus de Sport Air Jordan légendaire. Tout est optimisé pour le clic, pour le ROI. Et le résultat, c'est pas fait attendre. Un engagement en chute libre, une notoriété spontanée en baisse et un net promoter score passant de 72 à 41, ce qui est catastrophique. Les algorithmes remplacent les vendeurs passionnés et les campagnes mémorables sont remplacées par des bannières et du retargeting. L'émotion, qui a pourtant fait la force de Nike, est sacrifiée sur l'autel de la performance digitale. Alors au début, tout semble fonctionner. Les ventes directes aux consommateurs passent de 30% à 44%. Un très bon résultat. Mais quand on gratte un peu, cette façade n'est pas si belle que ça. Effectivement, les stocks explosent, passant de 6,5 milliards à 10 milliards en 18 mois. Les retours atteignent 30% en e-commerce, les coûts d'acquisition clients grimpent exponentiellement et les promotions se multiplient pour écouler les invendus. La marge brute passe de 45,6% à 43,5%, soit plus d'1 milliard de profits perdus chaque année. Effectivement, la vente, les distributeurs privés Nike tels que Foot Locker, ils perdent de l'argent sur Nike, ou non, moins en moins de Nike, donc ils vont se tourner vers des marques plus techniques.
et la relation avec les partenaires historiques se rompt de plus en plus. Et nous revoilà à ce fameux 29 juin 2024, où l'action Nike va perdre 23,5%, faisant perdre en capitalisation 25 milliards à Nike. Résultat de cette politique, l'innovation est sacrifiée, la culture interne est fracturée et les distributeurs fuient. Les clients, frustrés par une absence de conseil et de visibilité, se tournent alors vers d'autres marques. Matt Powell, analyste, dira que Nike mettra 5 à 10 ans à réparer les dégâts qu'ils ont occasionnés. Alors, bien sûr, Nike est loin d'être stupide. Et ils vont revenir sur certains de leurs choix. Ils vont retourner vers des partenariats avec des grands distributeurs. Foot Locker, DSW, Macy's, qui sont des marques très connues aux États-Unis. Les catégories de sport renaissent sous un autre nom. Des experts produits réintègrent l'entreprise. Du budget R&D est augmenté. Le marketing émotionnel revient, notamment lors des JO. Mais le chemin est long. Les parts de marché sur le running ont énormément chuté. La confiance des distributeurs est fragilisée et il y a une culture interne qui a été très endommagée. Nike apprend un peu à la dure que la seule data ne suffit pas. Cette histoire illustre une vérité simple. Innover, c'est bien, mais jamais au détriment de la marque, de l'humain et de l'expérience client. En l'espèce, les distributeurs et le retail physique n'étaient pas ici des coûts à supprimer, mais des partenaires créateurs de valeur. D'ailleurs, le fondateur de Nike, Phil Knight, avait prévenu. Le business, c'est d'abord le produit, et ensuite l'histoire qu'on raconte. Le reste, c'est de la comptabilité. Et Nike vient de payer 50 milliards pour apprendre cette leçon. Tu l'as compris, les grandes entreprises tombent rarement à cause d'une seule mauvaise décision. C'est souvent un jeu de plusieurs facteurs très divers, comme nous l'a montré cet épisode. Mais toutefois, ça reste extrêmement instructif. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a autant fasciné que je l'ai trouvé plein d'enseignements. Et si t'as aimé cet épisode, abonne-toi, partage cet épisode et surtout, souviens-toi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il y a juste des prises de décision et des absences de prise de décision. L'avenir te dira le reste.